Bonjour à tous. Alors, Alexandre prend la parole pour s'exprimer sur l'affaire Lydia, Mhm. plus précisément l'affaire Linda maintenant, et on va faire une vidéo à cœur ouvert. Tout à fait, oui, parce que c'est vrai que ça fait maintenant 2 ans que j'ai été touché par on va dire cette affaire, l'affaire de la petite Lydia. Et donc, suite aux derniers événements, notamment aux propos qui ont été relayés, on va dire sur un live de Farid DMS de bas, donc Stéphane qui est le fils de Lina Mendy, donc suite à des propos où il accuse sa mère de choses plutôt graves. Donc je souhaitais m'exprimer, sachant que j'ai partagé aussi le quotidien de Stéphane pendant près de 18 mois. Et donc voilà, donc il était important que je puisse m'expliquer, puisque c'est vrai qu'un livre aussi est sorti il y a quelques mois où je suis calomnié, diffamé. Donc une plainte aussi a été déposée contre les auteurs et Bendy, Bendy et Rémi de France. Et donc là, sachant que voilà, les propos sont quand même graves puisqu'ils concernent des mineurs au moment des faits, il fallait que je m'exprime, tout simplement. Oui. Donc en fait, pour que les gens puissent comprendre comment j'en suis arrivé à cette affaire-là, euh, nous étions en février 2022, donc en scrollant tout simplement sur mon téléphone, je tombe sur une vidéo de Linda Bendy en fait, qui avait l'air en détresse, en fait, qui appelait à l'aide suite en fait au placement de sa fille. Donc il faut savoir que à l'époque j'étais domicilié dans l'Hérault et donc j'étais à quelques kilomètres, on va dire une 15 à 20 kilomètres de chez Linda. Et donc je vois cette vidéo de cette femme passée qui était en détresse et qui appelait à l'aide suite au placement de sa fille. Donc j'ai pris contact avec elle puisque nous étions, puisque j'étais engagé politiquement auprès d'Évolution Citoyenne, donc ce mouvement politique a été fondé par Christophe Charançon. Nous étions ensemble depuis, c'était après le mouvement des Gilets jaunes en 2019 à l'époque des élections européennes. Et donc nous avions à cœur de porter des sujets qui concernaient directement la population et plus particulièrement on va dire la pédocriminalité. Donc c'est un sujet forcément qui concerne les enfants. Donc j'ai souhaité prendre contact avec Linda pour savoir ce qu'il en était. Je l'ai rencontrée déjà dans un premier temps directement chez elle. Donc elle m'a expliqué sa situation en me donnant quelques des éléments qu'elle voulait bien me donner à l'époque. De là, j'ai pris le dossier, on va dire, à bras le corps. Et c'est vrai que j'ai eu énormément au départ de peine, sachant que j'étais aussi engagé quelque part aussi politiquement sur le secteur. Je savais aussi qu'il y avait que c'est assez compliqué parfois par moment. Des fois, d'un point de vue politique, il y avait une espèce de condescendance ou quelque part un certain mépris des fois vis-à-vis de la population. Et je Mm. pensais qu'on était sur un problème, sur un fond politique, que c'était presque un peu de mépris, que c'était peut-être un problème de dossier. Voilà, jusqu'à qu'on soit confronté au fil du temps en fait à un mur en face de nous. Alors, malheureusement, je découvrirai la suite à mes dépens un peu plus tard, mais sur le coup, j'étais vraiment convaincu qu'on faisait face en fait à, à une erreur, un placement abusif donc, de la petite Lydia qui à l'époque avait 12 ans. Voilà. Donc après, il est vrai que pendant des mois, on a essayé de prendre contact directement moi-même avec les cadres de l'ASE, même jusqu'au président du conseil départemental de l'Hérault, qui était à l'époque, qui est toujours Cléber Mesquida. Donc j'avais ses coordonnées puisque j'étais engagé politiquement et j'avais son adresse mail. Donc j'ai fait un mail directement auquel il ne m'a jamais répondu en demandant voilà, qu'on puisse prendre le dossier de la petite Lydia en considération. On n'a pas eu de retour. Après, le seul contact qu'on a eu, c'est avec un cadre de l'ASE. Je m'étais déplacé directement sur place. J'avais accompagné Linda. Et puis, la personne s'était engagée à nous donner des éléments de réponse. Et puis, au fil du temps, suite à cet entretien, on n'en a jamais eu. Ce qui étayait quelque part, en fait, la thèse de Linda, qui disait que du coup, on essayait quelque part de cacher sa fille, puisqu'elle était mise en secret. Elle avait été placée, elle était mise en secret.
Et du coup, voilà, on est rentré dans une confrontation directe avec le service de l'aide sociale en France de l'Hérault, ce qui m'a conduit personnellement à devoir hausser entre guillemets quelque part le ton. Donc suite en fait puisque quelque part je pense avoir pris ce dossier-là à bras le corps parce que personnellement j'ai une enfant qui a subi des actes d'agression sexuelle et malheureusement la justice a répondu mais trop tardivement puisqu'une première fois sur le premier procès l'agresseur a été relaxé Mm. et donc j'ai eu le sentiment d'injustice vis-à-vis de mon enfant Oui. puisqu'on a dû déménager, changer de région puisqu'à l'époque j'étais sur Bordeaux. Ça a chamboulé notre vie personnelle, puisque même ma vie professionnelle, puisque quelques temps après, j'ai quitté mon poste. J'avais une mission qui était quand même plutôt confortable, avec un salaire confortable. Je venais d'acheter une maison, voilà, parce qu'il était plus possible, nous étions dans un petit village près de Bordeaux, il était plus possible qu'on puisse rester vis-à-vis des voisins, Oui. puisque bon, quelque part, c'était de dire que ma fille avait menti, c'était difficilement supportable, notamment à l'époque pour mon ex-femme. Parce que l'agresseur a agi pas loin de votre maison. Voilà, tout à fait. C'était un des voisins, ouais, tout à fait. Oui. Et donc, suite à cette injustice, on va dire, quelque part, je pense que j'ai eu une espèce de transfert ou de besoin d'agir pour Lydia, puisque quelque part, je n'avais pas pu protéger mon enfant. Je pense que c'est ça, au fond. Et du coup, je pense que je suis rentré dans quelque chose, dans un engagement de plus en plus prononcé, jusqu'à pratiquement on va dire quelque chose de. Je suis pas quelqu'un de violent, mais quelque chose, voilà, le but c'était de faire peur. Donc j'ai donné un ton, on va dire, sur un mouvement que j'avais monté à l'époque, qui pouvait refléter l'idée qu'on allait directement récupérer les enfants avec un groupe d'hommes armés. Ce qui m'a coûté cher, puisque de vouloir donner cette communication-là, en voulant quelque part donner l'impression qu'on allait agir directement par la force, mais en fait on a eu un beau matin, à l'époque j'étais domicilié chez Linda, nous étions le 17 novembre 2022, à 6 h du matin, on a entendu des pas à l'extérieur, frapper à la porte. Simultanément, il y avait les fenêtres, les volets n'étaient pas fermés. On a vu des lasers rentrer dans la pièce, 6 ou 7 lasers. Et c'était le psy qui venait m'interpeller. Et j'ai pas trop compris ce qui se passait. En quelques secondes, j'ai été mis au sol. Et à ma hauteur, une ou deux minutes après, une fois qu'ils ont vérifié que tout était hors de danger, j'ai une personne qui est venue avec un gilet et qui m'a dit bonjour monsieur, section de recherche criminelle de Montpellier. Voilà, vous êtes à partir de cette heure-là, vous êtes en garde à vue. Voilà. Et donc à partir de là, voilà, j'ai subi une garde à vue plutôt sérieuse puisque j'ai eu 3 perquisitions. Quand je suis sorti, quand ils m'ont mené à l'extérieur, j'ai vu il y avait une trentaine de véhicules de service de gendarmerie en civil et de brigade, et avec 2 colonnes de psy aussi qui attendaient un peu plus loin au cas où. J'étais armé. Et du coup, je me suis rendu compte que de gros moyens avaient été mis en face, et ensuite, voilà, ça est suivi de très longues heures d'audition, et puisque j'ai été retenu plus de 48 heures pour être ensuite, en suivant finalement, déféré au parquet, où j'ai été condamné sur un premier procès à 6 mois de prison avec sursis. Voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, parallèlement à ça, du coup, quand est venue cette première condamnation, ça a été quand même un choc pour moi. Je pensais pas en arriver, je pensais pas que ça pourrait en arriver là, puisque moi, pour moi, je comprenais pas trop, puisque l'intérêt de Lydia n'avait pas été pris en considération, et je comprenais pas pourquoi on mettait autant de moyens pour moi à ce moment-là, quoi. Pourquoi tant de moyens
alors qu'on parle d'une vidéo, d'un clip que j'avais récupéré, un montage que j'avais fait simplement. Je veux dire, j'ai toujours avancé à l'usage découvert, j'ai toujours avancé l'événement, répondu à toutes sollicitations des services de gendarmerie. Et je comprenais pas quoi, donc je me suis dit que c'est pas possible qu'on puisse mettre autant de moyens quoi, pour un seul homme, quoi, sachant que j'avais un casier judiciaire vierge. Et donc forcément, malheureusement, ça a étayé un peu plus cette thèse du fait que Lydia soit volontairement enlevée pour être cachée. Voilà. Et ça venait quelque part te conforter en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Okay. Me conforter dans cette idée que Lydia avait été raptée. Ouais. Et qu'en fait on voulait faire taire après ce dossier, cette histoire, puisque sa mère en fait expliquait que voilà qu'elle avait découvert des traces de coups sur son corps au moment d'une visite médiatisée. Du coup, le fait d'avoir le silence de l'ASE parallèlement à ça, je veux dire ces événements surdimensionnés qui étaient même quelque part à demi-mot évoqué par les services de police sur place, puisqu'ils ont l'habitude par rapport à tous ces moyens qui trouvaient que c'était quand même surdimensionné, que le dispositif était vraiment surdimensionné. Ben, ça veut dire quelque part aussi été ma thèse, quoi. Voilà. Et donc voilà. Donc suite à ça, après ces événements-là, c'était fin 2023. Fin 2023, je me suis rapproché j'ai essayé de faire le point sur moi-même déjà et d'aller sur quelque chose puisque je n'avais aussi plus de choix. De toute façon, quand il arrive, je ne voulais pas non plus finir en prison, clairement. Donc du coup, je suis allé sur quelque chose de plus, on va dire, plus cool. Donc, je me suis orienté vers la permaculture. Donc, nous avions un projet de ferme pédagogique. Et donc j'étais avec Linda à ce moment-là, nous avions donc ce projet que nous avions en binôme de créer, cette volonté de créer une ferme pédagogique justement destinée aux enfants, aux victimes de pédocriminalité et aussi en soutien aux parents de parents désenfantés, puisqu'après, bon, de toute façon, il y a des placements abusifs, ça on ne nie pas. Il y a des failles avec le système de l'aide sociale à l'enfance, même eux le reconnaissent eux-mêmes, même au niveau national. Après, voilà, c'est du cas par cas, et il faut dire que visiblement, j'ai l'impression de m'être trompé de cheval, on va dire, d'avoir misé sur le mauvais cheval, malheureusement. Surtout, ben voilà, surtout quand on voit les derniers propos qui ont été relayés par Stéphane, qui sont faits. Donc en fait, ben ce projet-là, en fait, c'était un projet donc, qui gravitait autour de la permaculture, hein, de ferme pédagogique. Alors nous étions installés donc, sur le terrain et je m'étais installé en statut d'exploitant agricole. Parce que parallèlement à ça, nous avons créé une association donc, qui s'appelait Les Enfants de Gaïa, dont Linda d'ailleurs était présidente. Et l'objectif, il était de pouvoir vivre sur le terrain. Donc, ce qui expliquait pourquoi j'avais à l'époque, je m'étais installé en tant qu'exploitant agricole, donc avec des charges quand même très importantes auprès de la MSA. Et l'objectif, il était de pouvoir quand même justifier une activité sur le terrain pour pouvoir la développer et vivre de cela. Et parallèlement à ça, qui est l'association qui sert aussi l'intérêt des enfants. Donc, il y avait une activité économique et une activité associative. Malheureusement, je pense pour des raisons aussi quelque part politiques, à l'époque, le maire, on va dire quelque part, les services de la ville, de la municipalité, nous ont pas aidés, on va dire, dans le développement du projet. Ils se sont même opposés puisqu'ils nous ont expulsés, ils ont mis tout en œuvre pour qu'on parte directement pour avorter le projet. Après, ça c'est pour les raisons qui les regardent, mais du coup, ce qui a quelque part provoqué aussi, qui a été peut-être un mal pour un bien, puisque ça a provoqué quelque part on va dire la rupture avec Linda, puisque ça devenait très très compliqué vers la fin, puisque forcément, malheureusement, il est arrivé un événement qui est survenu en septembre 2023,
Donc nous avons démarré l'activité en janvier, tout début d'année 2023, et en septembre 2023, après la rentrée, en fait, nous avons appris que Lydia était hospitalisée. Donc nous l'avons appris par les services départementaux qui avaient envoyé un mail simplement à Linda pour lui dire que Lydia était hospitalisée depuis quelques jours et qui mettait tout en œuvre pour pouvoir voilà, subvenir à ses soins, à ses besoins. Donc là, forcément, ça a été un traumatisme puisque nous ne savions pas où étaient les dernières nouvelles que nous avons simplement de Lydia. Elles étaient rapportées par un témoignage qu'une personne, la maman d'une fille qui avait été à l'école avec Lydia pendant quelques temps, à l'époque à Marseillan, au collège des Marseillans, et qui nous est rapporté que Lydia déjà faisait part de vouloir se suicider. Ouais. Donc forcément, du coup, on a fait ce lien, puisqu'après, il nous est revenu aussi parallèlement à ça, au fait que, par un témoignage que Lydia s'était défenestrée. C'était voilà, ce qui nous avait été rapporté. Donc là, forcément, un choc, puisque moi, pareil, je croyais dur comme fer à ce qui se passait, quoi, ce que je défendais, quoi, jusqu'à présent, voilà, et je me disais que Lydia était victime de ça, quoi. Donc je pensais vraiment que voilà qu'il fallait, voilà, c'est toujours pareil, d'en sauver Lydia, quoi. C'était ça, quoi, sauver Lydia. Donc après, voilà, ça a été un moment très dur. Je pense même pour Linda aussi, à ce moment-là. Et puis des mois sont passés, donc après, visiblement, progressivement, on va dire que là, entre guillemets, là, on pensait peut-être même peut-être aller sur quelque chose sur vraiment l'ultime nouvelle, quoi, je veux dire, sur quelque chose de une issue dramatique, quoi. Mais elle s'en est remis. Les mois ont passé jusqu'à cette fameuse marche contre la pédocriminalité, où Linda était en contact avec Farid, en fait. Et Farid est entré en contact avec moi, mais par le biais de Linda, puisque moi je n'avais pas du tout le contact avec Farid. C'est Linda qui a même insisté pour que je prenne contact avec Farid. Donc j'ai eu Farid, j'ai essayé quand même tout de même d'essayer de lui faire comprendre que ce serait peut-être pas évident pour lui, puisque je savais aussi que Linda était, on va dire, à ce moment-là en souffrance et qu'elle pouvait, on va dire, qu'il pouvait y arriver de déborder et de s'emporter et qu'il fallait peut-être par moment des fois la canaliser. J'ai essayé de lui faire comprendre, il a voulu à ce moment-là qu'elle participe quand même à la marche pour elle, et c'est ce qu'il a fait. Du coup, elle est partie donc à cette marche, donc je me rappelle, on avait mis en place justement un packaging, on avait fait faire une impression sur un manteau, on avait essayé pour communiquer aussi dessus, puisque on savait que ça nous permettait d'avoir de la visibilité pour Lydia. Et puis quelques temps après, Linda m'a appelé, m'a dit je peux plus, ça se passe mal. Et je crois que ça a tenu quelques jours, jusqu'au jour où elle m'a appelé, elle m'a dit je suis là, j'arrive, j'ai pris le train, ils m'ont poursuivi, qu'est-ce qui se passe, je comprenais pas trop, quoi. Et puis elle m'a dit ça se passe très très mal, c'est compliqué, je suis parti, voilà. À ce moment-là, ensuite Linda revient, je vais la chercher, je crois que je vais la chercher sur Béziers, il me semble. Donc là, elle se plaint, voilà, elle m'explique qu'avec Farid est méchant, que ça passe très bien, qu'il a été limite agressif avec elle. Du coup, bon voilà, je pense qu'elle rentre. Nous étions à l'époque sur le terrain. C'était comme chacun vivait de son côté à ce moment-là. Bon, j'avais mon camping-car, Linda était dans sa caravane avec Stéphane, son fils. Et c'était très compliqué parce que Linda partait dans tous les sens à ce moment-là. Donc, à ce moment-là ou avant ce moment-là? Elle partait depuis, on va dire, bien avant aussi, oui, effectivement.
Mais j'avais tendance à quelque part, on va dire, jusqu'à ce moment-là, je la soutenais, on va dire. Je prenais sur moi, je faisais en sorte de pouvoir, on va dire, faire en sorte qu'elle puisse être protégée et ne pas se donner une mauvaise image, en fait. Puisque l'objectif, la stratégie, pour moi, il a pas été il était quelque part de sauver Lydia. J'étais aussi là-dedans, quoi. C'était sauver Lydia. Et donc c'était quelque part, c'est par des positions excessives ou par des comportements, on va dire, inappropriés, euh, ces attitudes ou ces comportements pouvaient nuire à l'objectif, quoi, de sauver ce qui va de soi, quoi. Donc du coup, voilà, j'avais tendance à essayer voilà, de faire en sorte que ça se voyait pas trop, quoi. Tout simplement. Qu'on voyait pas ses failles, quoi. Et puis après, force est de constater, de toute façon, au fil du temps, après la marche, au retour de la marche, et puis ça devenait de plus en plus compliqué, quoi, elle partait dans tous les sens. Et, parallèlement à ça, on était aussi attaqué par la collectivité, la municipalité, qui nous, quelque part, qui nous a mis au pied du mur, nous demandant d'évacuer le terrain, quoi. Donc entre Linda qui partait dans tous les sens, le projet, du coup, par ce projet de maraîchage sur du vin qui partait aussi, qui était compliqué aussi à gérer, la collectivité qui nous aidait pas, les pressions administratives, j'avais aussi parallèlement à ça les procédures judiciaires, parce que j'en suis quand même aujourd'hui après, j'en suis à 8 procédures judiciaires, donc 6 à Montpellier et 2 en région parisienne. Donc je pense que sous un effet de cascade de peine, je risque quand même à minima le port du bracelet. Je suis peut-être, si c'est pas pour parler d'incarcération, peut-être à venir. Donc on l'a vu aussi avec Christophe Chavançon, ce qui est arrivé aussi, simplement pour des vidéos, donc ça peut arriver très vite aussi, quoi. J'ai conscience de ça. Ensuite, voilà, le fait que Linda soit voilà, partie dans tous les sens et que ça devait être très très compliqué d'un point de vue professionnel, économique et administratif et judiciaire, tous les voyants étaient au rouge et j'ai pris Linda, j'ai dit écoute, il faut que tu prennes ton fils, elle avait ses grands-parents qui étaient du côté dans le nord de la France, qui de temps en temps pouvaient peut-être l'aider financièrement. Je t'appelle-les, ouais, il faut que tu ailles chez eux, prends-toi là-bas, matériellement pour Stéphane. Stéphane commençait aussi à ce moment-là à faire faisait des bêtises, mais la situation s'était vraiment aggravée, on allait sur quelque chose de lourd. Donc on est parti, voilà, c'est passé des choses très très compliquées à gérer à ce moment-là. Et donc pour protéger quelque part aussi elle-même et Stéphane, il valait mieux qu'elle parte là-bas. Et à ce moment-là, voilà, je pense que elle est revenue un matin, elle a pris avec un véhicule, elle a chargé Stéphane et puis ils sont partis, quoi. Ils sont partis. Donc à ce moment-là, j'ai essayé de prendre contact dans la journée pour savoir ce qui se passait avec s'il faisait bonne route, puisque pour moi il montait dans le nord de la France. Nous étions il y a quelques kilomètres, après de 10 heures de route, j'appelais simplement pour savoir si ça se passait bien. J'ai eu des nouvelles les 2 premières heures, et puis après ça a été terminé, quoi. Elle est partie à 10h, 10h30, à midi, puis à 13h, plus de son, plus d'image, jusqu'à 2-3 jours après avoir appris avoir fait le constat déjà qu'elle m'avait bloqué surtout. C'était pas quelque part la première fois, mais après voilà, j'ai appris qu'elle crachait sur moi, donc que j'étais devenu, que j'étais son bourreau, tout ce qu'on peut retrouver quelque part dans ce livre, où j'ai été sali. Après, c'est pas en soi c'est pas la trahison qui blesse en soi, parce que je savais qu'elle était déséquilibrée quelque part. Je mettais ça sur le code de la souffrance, voilà, pensant que ça allait passer, que tout rentrerait dans l'ordre, puisqu'en plus c'était étayé par rapport à ce qu'elle voulait bien me donner sur les rapports quand même. Il faut dire ce qui est, les rapports de l'orthophoniste de Lydia à l'époque, qui disait que ça se passait très bien quand elle était avec sa mère. Des rapports aussi quelque part du premier jugement qui indiquait en fait que Lydia
voulait se jeter déjà par la fenêtre, qu'elle vivait mal la séparation aussi avec sa mère. Donc après tout ça est complexe aussi, quoi. Du coup, voilà, ça a été compliqué, quoi. Ok. Plus de contact. Donc plus de contact. Là, plus de contact maintenant depuis le 13 mars, je crois que c'était le 13 mars, 14 mars 2023, 24, pardon, 14 mars 2024. Et puis après, personnellement, en plus, j'ai plutôt une galère. Je me blesse, je me fais une rupture du tendon d'Achille, justement en évacuant le terrain. Donc à ce moment-là, je suis tout seul, je dois évacuer le terrain, j'ai plus de revenus. Financièrement, c'est très très compliqué. La santé, les ruptures du tendon d'Achille, opération. J'ai pas de couverture sociale à ce moment-là. Heureusement, je tombe sur un infirmier plutôt super qui accepte, entre le chirurgien qui accepte de m'opérer sans complémentaire en santé et l'infirmier qui accepte de faire des pansements et des soins. J'ai vraiment de la chance. J'ai aussi une amie d'enfance qui vient m'aider quelque temps, Karine, que je remercie d'ailleurs, qui m'a quand même soutenu à ce moment-là. Et puis voilà, et puis période de convalescence, et puis très compliqué là. Je suis limite mis à la porte et je peux même pas quitter le terrain parce que je peux pas, quoi. C'est une immobilisation au moins de 3 mois. Je suis avec les béquilles dans mon camping-car avec mon chien. C'est compliqué, quoi. Période très compliquée. Et puis bon, heureusement, je me dis peut-être j'arrive à sortir. On est mars, avril, mai, mais je me dis allez, je retente de faire une saison, le tout pour le tout. Donc, avec les béquilles, j'essaie tant bien que mal de faire quelques semis et d'essayer ma fille à l'époque vient m'aider. On essaye de faire en sorte de pouvoir vendre quelque chose, donc de produire un peu, quoi, pour essayer financièrement, parce qu'à l'époque j'ai pas de RSA, j'ai rien du tout, quoi. Le RSA m'est refusé, c'est très compliqué, quoi. Oui, je le dis, je fais à ce moment-là même les poubelles pour manger, quoi. Alors que j'ai tout donné pour ça, pour ce combat, pour Lydia, quoi, par rapport à tout ça, puisque je travaillais, j'étais commercial auparavant. J'avais, on va dire, une situation confortable. Et puis voilà, puis arrive au mois de septembre 2024, dans cette année-là, malheureusement, on va dire, puis arrive au moment de vendre les récoltes. Très mauvaise nouvelle, une fois de plus, la collectivité, la mairie qui décide je demande à pouvoir vendre sur le terrain, quoi, simplement, un petit cabanon, et la municipalité me refuse. Et là, c'est la descente aux enfers. Très compliqué psychologiquement. Donc, ouais, j'ai une période plutôt compliquée. Et à ce moment-là, je décide de tout lâcher. Je rends le terrain et je m'en vais sur Halte. Voilà. Ok. Donc il y a une blessure originelle qui est quelque chose de traumatique, qui est le viol de ton enfant en 2012. Et est-ce que ça explique complètement le fait que tu aies foncé tête baissée dans ce combat que tu croyais un combat? Ou est-ce que l'amour aussi pourrait expliquer cela? L'amour vis-à-vis de Linda. Alors en fait, c'est une question qui a été posée lors de mon audition, lors de mes différentes auditions quand j'étais sous le régime de garde à vue, à disposition des enquêteurs de la section de recherche criminelle de Montpellier, qui eux ont l'habitude de travailler sur des affaires particulières, notamment en criminologie, qui m'ont posé la question, clairement. Et non, en fait, puisque pour moi, clairement, j'ai agi par besoin d'agir pour Lydia, puisque je n'avais pas pu agir, je n'ai pas pu agir en fait pour ma fille, et ce qui explique, cet élan cette conduite qui m'a poussé cette conduite excessive, quoi, à la limite du raisonnement, et qui fait que étayer en plus sur ce sentiment de reconnaissance
finalement n'était pas, puisque j'étais quelque part, je pense, je l'ai vu par la suite et je l'ai compris quand elle s'est retournée contre moi, c'est que la trahison, c'est que j'avais été utilisé, quoi, manipulé en fait, et que voilà, mais pas d'amour, pas d'amour, quelque chose de ce sentiment de vouloir aider encore une fois cette mère désenfantée qui pour moi vivait à l'époque une situation dramatique. Et j'ai eu le besoin d'agir pour ça, comme un justicier, quoi. Voilà, c'était lent de... Mais il y avait un contexte amoureux malgré tout. Le contexte était amoureux, mais c'était pas la dynamique, quoi. On était dans une histoire de, on va dire entre guillemets, on va dire où chacun avait des rôles, quoi. Donc je pense que voilà, moi je m'étais donné le rôle du sauveur, quoi. Je m'étais proclamé sauveur, quoi, d'enfant. Je pense que c'est ça. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait vraiment des dérives, puisque après ça m'a permis quelque part à l'affaire Lydia Mathieu, m'a permis de prendre conscience qu'il y avait quand même des problèmes au niveau de la protection de l'enfance vis-à-vis voilà, des résultats, quoi. Et ils reconnaissent eux-mêmes. Donc j'espère ne pas risquer grand-chose en disant ça. Mais oui, mais concernant l'affaire Lydia Mathieu, ce qui est le plus regrettable pour moi, c'est vraiment le fait que Lydia aujourd'hui soit dans une situation assez compliquée visiblement, parce que sa mère en fait elle souffre d'après les retours qu'on a eu de Stéphane, puisque Stéphane a eu 18 ans et a pu s'échapper quelque part de l'emprise de sa mère, et dans son témoignage il explique que Lydia souffre de ça, de cette communication qui est faite de cette communication, de ces slogans sauver Lydia en fait. On est plus en train de tuer Lydia que de la sauver. Et ça, je pense que c'est la double peine en fait. Parce que du coup, il y a le sentiment de trahison, d'avoir aussi fait du mal aussi à mes proches, d'avoir blessé beaucoup de personnes, d'avoir quelque part été soutenu aussi, d'avoir sali indirectement la mémoire de Christophe Chalençon, puisque j'étais quand même assez proche de lui, qui m'a toujours soutenu vis-à-vis de Lydia, qui aujourd'hui n'est plus là pour parler, qu'il est sali par cette même personne, et que c'est compliqué, et que je m'en veux déjà beaucoup pour tout ça. Même si Christophe, je sais, ne m'en veut pas d'où il est, mais au fond, oui, j'ai fait souffrir beaucoup de monde. Et la leçon, malheureusement, c'est que du coup, j'ai fait ça et que ça s'est retourné contre l'enfant que je voulais sauver, quoi, contre Lydia, qui elle souffre et de tout ça, et que j'ai peut-être contribué à ça en fait. C'est le plus compliqué, de savoir qu'en fait, en voulant sauver l'enfant, j'ai peut-être fait plus de mal qu'autre chose, quoi. Ça, c'est le plus compliqué. Et ma soeur elle est salie, je suis sali, ma famille est salie. Il faut que ça s'arrête. Maintenant que je sais la vérité, que maintenant je sais comment c'est la vraie vérité, maintenant je veux plus rien sur les réseaux, je veux plus rien. Et que les gens qui soutiennent soi-disant Linda, qui s'arrêtent aussi sur ça. Qui se réveillent un bout d'un moment, qui ouvrent les yeux et maintenant regarde, je suis là. Réveillez-vous. Parce que autant le livre, ça a été un petit tremblement de terre, on va dire, parce que bon. Puis le livre, de toute façon, ça vient de Linda. Donc quelque part, ça ne me touche pas. C'est-à-dire que on est dans quelque part dans la folie de Linda, donc je veux dire quelque part, voilà, c'est Linda, ça me surprend pas, ou presque pas, quoi. Après qu'elle a été soutenue par quelqu'un qui crut ce qu'elle disait, et qu'il était lui-même peut-être manipulé, c'est possible, mais bon, il aurait peut-être dû vérifier ce qu'il faisait, puisque ça a quand même entaché aussi, c'est quand même eu des conséquences importantes par rapport à mes proches, voilà, à mes enfants, qui certaines ne reviennent pas plus, donc ça vient pas aider. Et en plus de ça, voilà, ça vient me salir aussi. Voilà. Mais c'est vrai mais en soi, c'est plutôt vraiment c'est la vidéo de Stéphane. Là, c'est la vidéo de Stéphane qui m'a fait qu'aujourd'hui. Je crois qu'on n'a pas encore bien conscientisé d'ailleurs. On n'a pas encore bien conscientisé. Non. C'est-à-dire que là, on parle.
enfin, tu parles à chaud, Mm. mais je crois qu'on n'a pas encore digéré les infos, quoi. Non. Alors moi déjà, je me suis protégée parce que je crois que je peux pas encore la regarder, la vidéo. Mm. Toi, tu l'as regardé, c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué Ouais. parce que Stéphane, moi j'ai vécu 18 mois avec lui, Ouais. je sais ce qu'il a vécu. Quand je suis arrivé, il était sous-alimenté, il faut dire ce qu'il est. Bon, moi c'était très compliqué parce que vu qu'elle était en guerre avec les services sociaux et que voilà, du coup, ben, je travaillais à l'époque financièrement quelque part matériellement de l'épauler. Et ça restait alimentaire, mais la base quoi. Et puis après, puis après Stéphane, lui, c'était très compliqué aussi parce que voilà, il était dans une période aussi en préadolescence, en adolescence et avait certains besoins et du coup livré aussi à lui-même. Donc livré à lui-même, quand vous avez un jeune qui sort la nuit, qui vit la nuit à 15-16 ans, ben, forcément derrière, il y a il y a des conséquences quand même importantes. Il y a des choses graves qui peuvent se faire. Du coup, pour lui aussi, pour essayer, donc il a fallu aussi essayer, tant que j'ai pu, j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour Stéphane à ce moment-là. Même dans lui poser un cadre, quoi, tenter de lui poser un cadre, sachant qu'à côté c'était pas facile parce qu'on était dans, dans les attitudes et les comportements excessifs de sa mère qu'il fallait gérer et Stéphane aussi qu'il fallait comment dire lui canaliser quoi et essayer aussi de rassurer quoi. Mais c'est pas évident quand on a 16 ans, il a toujours vécu. Donc Stéphane a énormément. C'était un bon garçon un garçon avec des grandes valeurs. Il faut simplement savoir les valoriser, savoir voilà. Mais qui a aussi vécu visiblement, puisque je l'ai découvert aussi tout ça. Je savais que sa mère était par moments dure avec lui, mais pas d'un point de vue comme ça physique ou par rapport à tout ce qui est. Sinon je n'aurais. Parce qu'en plus même l'ASE, il avait été placé, l'ASE, l'aide sociale d'enfance, on le redonnait à sa mère. Et justement, ça a étayé quelque part. Je me disais, mais pourquoi retirer uniquement que la sœur, si la mère est vraiment dangereuse et comme il disait, c'est ce que je comprenais pas. Pourquoi avoir redonné Stéphane à sa mère? C'est une question aussi qu'il faudra éclaircir un jour ou l'autre. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que du coup, Stéphane, c'est. Ouais, quand je l'ai vu, ça m'a tordu le ventre parce que je sais, j'ai vécu, partagé du quotidien avec lui. Il a pris énormément sur lui, il a souffert, il n'a pas d'année, il m'appelle, il n'y avait pas d'anniversaire, pas de Noël, voilà, rien du tout, quoi. C'était, sa mère lui imposait ce sacrifice-là, quoi. Ouais. Donc, voilà, et puis des grosses bêtises, quoi. Je me rappelle, les derniers temps, c'était, voilà, il fallait le récupérer parce que pour pas qu'il finisse dans un quartier de Marseille criblé de balles, quoi. C'était ça, quoi. Il fallait le sauver de lui-même, quoi. On en était là, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était compliqué, quoi. Voilà. Compliqué. Mais je suis content aujourd'hui pour lui, pour son père aussi, quelque part, puisque son père, moi, voilà, je suis pas du genre à cracher sur lui. J'ai toujours dit à Stéphane, tu vois, parce que Linda voulait qu'il m'appelle papa, il m'appelait papa à un moment donné, mais je lui ai même expliqué, il le sait qu'il avait qu'un père et que son père c'était son père et que voilà. Et bien, je suis content pour lui aujourd'hui qu'ils arrivent tous les deux à se retrouver, à se reconstruire. Ouais. Je suis fier de lui. Voilà. Après c'est tout quoi. Après voilà, ce qui a été fait et puis voilà. Puis maintenant moi je me reconstruis, j'ai quitté l'Hérault, je suis à 1000 km de l'Hérault. J'en suis, comme je le disais, c'est 8 procédures administratives, 8 procédures judiciaires. Le procureur de Montpellier qui continue, parce que c'est vrai que je faisais pas mal, on va dire, salopé, et du coup aujourd'hui je pense que je paye un peu pour tout ça, quoi. Voilà, je récupère je récolte ce que j'ai peut-être semé, quoi. Du coup il va falloir des années de procédure, éviter l'incarcération,
c'est la priorité, me reconstruire personnellement, voilà. Je pense que je suis avec quelqu'un qui permet de pouvoir de pouvoir soigner mes plaies, et puis après, voilà, me reconstruire. Et puis après, ce qui a été fait, quoi. Mais en tout cas, c'est sûr, ça aura bouleversé ma vie, quoi. Voilà.